Chers amis téléspectateurs de Télélumière, bonjour et bienvenue. Nous avons dans notre studio cet après-midi un invité spécial. C'est le professeur Leslie François Maniga. Avant même de commencer notre interview avec le professeur Maniga, je vais passer la parole à Monique Kassamajor qui va nous parler du professeur. Monique. Chers téléspectateurs, le programme de ce jour est modifié dans ses sections diversifiées, si goûtées de notre audience. Cette modification est faite au profit d'un changement d'éclairage politique équilibré, c'est-à-dire basé sur les besoins et les exigences du moment quant à l'évolution de la situation politique en Haïti. Nous vous convions donc, en la circonstance, à l'écoute et à l'entendement, vision et oreille, d'une voix véritable, d'un citoyen haïtien capable, compétent et honnête, d'un homme de bien, dont la vie d'éducateur et d'historien et de politologue est dédiée à corriger les erreurs de nos acteurs politiques, responsables dans le temps, et à compenser les torts que leur direction rocailleuse a causés à nos concitoyens, ce en vue de réintroduire sur la scène internationale les idéaux d'indépendance, de fierté et de dignité qui ont toujours caractérisé notre cher Haïti. Il n'est pas nécessaire d'élaborer sur sa carrière et ses succès tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il a formé des cadres qui comprennent des hommes d'État, des techniciens de première classe et des champions administrateurs qui mènent, sous l'égide de l'intégrité et de la compétence, les affaires d'État dans plusieurs capitales du monde. Il n'a jamais failli de faire rayonner le nom d'Haïti et comme membre d'organisations internationales et comme professeur d'université à Paris, Caracas, Trinidad, Haïti et ailleurs, et il est difficile de ne l'avoir pas rencontré et de ne l'avoir pas suivi dans ses succès à ceux qui s'intéressent au goût du bien, à l'éducation, à la légalité des choses, à la recherche de la sensibilité politique et à la conviction de la foi patriotique pour le triomphe du bien-être généralisé dans un état de droit. Il est brillant et recherché dans ses relations personnelles comme conseiller et ami de chefs d'État. Et ce n'est pas sans raison qu'en cas de trouble, certaines organisations hémisphériques le désignent et le consultent pour sa sagesse, sa philosophie du droit régional et ses connaissances pour une interprétation en considération géopolitique en vue d'une sortie de crise. En parlant de sortie de crise et en tenant compte de ses écrits de longue date, soulignons que viennent de paraître et considérés comme succès de librairie, best-seller, disons-nous, Une seule voix pour deux voix, un seul livre pour deux rêves et la crise haïtienne contemporaine. Deux livres qui embrassent et couvrent objectivement les problèmes d'Haïti ensemble avec des solutions programmatiques pour une prise de conscience citoyenne afin de recaser Haïti à l'échelle des nations à l'occasion du nouveau millénaire. Sans être plus long, nous sommes honorés et privilégiés de vous présenter, chers amis, un homme droit et vertical, la réserve du pays, le recours, l'alternative, le premier président constitutionnellement élu sous l'égide de la Constitution de 1987, le professeur Leslie François Maniga. Bonjour, professeur Maniga. Bonjour, merci de cette présentation élogieuse. J'essaierai, comme chaque fois que j'ai l'occasion, de mériter les éloges qu'on vient de me faire. Mais en tout cas, disons que nous sommes des hommes de bonne volonté à la recherche d'une solution nationale pour le peuple haïtien. Monsieur le professeur, pouvez-vous brièvement brosser l'état de la situation politique en Haïti et les possibilités de sortie de crise suivant le concept de la légalité des choses?
bien vaste question. Évidemment, nous sommes tout de suite avec cette question au cœur de la tragédie haïtienne. La situation politique, il faut d'abord la définir. Pour nous, et pour ceux qui sont sérieux par le problème politique, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques, comme nous l'avons adopté comme devise pour le Centre humaniste démocratique en action, le CHUDAC. Donc, il s'agit de problèmes d'ensemble de la population haïtienne. Non pas seulement d'un jeu de politiciens, parce que le jeu politicien chez nous est ridicule, triste et impuissant. Mais derrière ce jeu ridicule, triste et impuissant, de marionnettes finalement, parce qu'au fond, le décideur haïtien à l'heure actuelle n'est pas à l'intérieur du pays, mais est à l'extérieur, il dicte de l'extérieur la trajectoire du pays. Mais derrière ce jeu politicien, il y a un problème beaucoup plus important qui est le problème de la collectivité haïtienne. Où en est le peuple haïtien? Où en est la société haïtienne? Eh bien, il faut le dire tout de suite, nous sommes au milieu d'une détresse inédite dans l'histoire d'Haïti. Nous sommes, je le disais dans un des livres auquel tout à l'heure on faisait référence à la présentation, nous sommes au milieu d'une catastrophe qui végète. Et c'est là le drame. Parfois, on se trouve en période de crise. Mais on se dit, bon, la crise est passagère. C'est un moment aigu de détresse, de souffrance, mais immédiatement, une intervention de choc permet de rétablir le malade et de lui rétablir sa santé. C'est-à-dire que chez nous, nous pataugeons dans une crise depuis plusieurs années. Les gens croient que la crise date de 90 à cause d'Aristide ou de 94 avec l'intervention étrangère. Pas du tout. C'est une crise qui date d'avant. On dit 86 chute de Duvalier, mais non. La crise réelle d'Haïti, la crise profonde, la crise des structures de la société haïtienne date du début du siècle. Et elle est très simple à définir, très simple à comprendre. À la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, un certain nombre de pays sont passés de ce qu'on appelle une société traditionnelle à une société moderne. Voilà le grand passage. Or, Haïti était indépendant depuis 1804. Donc, Haïti, comme pays indépendant à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, a confronté le même problème. Comment passer d'une société traditionnelle, celle que nous avons créée à partir de l'indépendance, celle sur laquelle nous avons vécu à travers le 19e siècle, mais qui ne pouvait plus satisfaire les besoins de la population. Comment passer de cette société-là, qui a donné des résultats en son temps, mais qui est entrée en crise, qui ne pouvait absolument plus satisfaire non seulement les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires de la population. Il fallait changer. Il fallait moderniser ce pays. Des hommes se sont dévoués pour moderniser le pays. Ils ont échoué, si bien que la société moderne n'est jamais arrivée à pénétrer en substitution de la société traditionnelle qui, elle, est en crise. Donc la crise de la société traditionnelle a continué jusqu'à l'heure actuelle, une crise qui pourrit en quelque sorte, sans pouvoir céder la place à une véritable société moderne pour tous les Haïtiens. Et je m'explique. Bien sûr, certains Haïtiens connaissent la modernité. Étant donné que la société haïtienne a été toujours fondée sur deux segments fondamentaux, tout était fragmenté. Un segment minoritaire, privilégié, qui vit à l'heure de son temps, qui a les moyens pour cela. Et ce secteur a accès à la modernité. Mais ce secteur est infime. Quand je dis infime, à l'étranger, on ne réalise pas, on pense qu'on nous parle de 20%, 30%, pas du tout. 4 à 5% de la population. Comprenez bien le drame. On parle d'alphabétisme, on parle de besoins ordinaires, comment ils sont satisfaits, mais prenons des éléments à titre d'exemple. Nous sommes dans un monde d'aujourd'hui où la télévision est un phénomène banal. Dans les sociétés développées, il y a plusieurs appareils de télévision dans une seule maison, pour les différentes positions quelconques, pour les différents moments de la vie quotidienne. Arrivé chez nous, qui a accès à la télévision chez nous? Moins de 10% de la population. La radio, phénomène banal. La révolution de la radio, le transistor. Mais à peine la moitié de la population a accès aux émissions radiophoniques. Il faut bien comprendre. Bon, on parle maintenant d'antenne parabolique. Une antenne parabolique est une rareté en Haïti. Ce sont les privilégiés extrêmes qui ont accès à cela. Donc, une infime minorité peut se dire, nous participons à la modernité. Donc, pour ce secteur de la population, Haïti est entré dans la modernité. Mais pour l'immense majorité de la population, non. Écoutez, l'eau courante
est un privilège à l'heure actuelle en Haïti. J'aime dire, pour comprendre le drame de la population haïtienne qui fuit Haïti pour venir dans les pays plus développés à la recherche d'une vie meilleure, j'aime dire ceci, que prenons un homme du peuple haïtien qui vit en Haïti. Si nous ne changeons pas les conditions pour ce peuple, parce que c'est ça l'objectif fondamental de notre combat, changer la vie de ce peuple. Mais si nous ne changeons pas la vie de ce peuple, tant que nous ne changeons pas la vie, quel est l'espoir, quel est l'horizon de cet homme du peuple en Haïti? Il ne pourra jamais avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il mourra sans avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il ne pourra jamais avoir une voiture. Il ne pourra jamais avoir un appareil ordinaire pour jouer des disques, etc. Des choses qui sont absolument banales. À la portée de n'importe quel ouvrier dans une société moderne, chez nous, c'est un interdit. Il lui faut partir pour avoir droit, pour avoir accès à ces biens. Ce n'est pas concevable. Donc la société moderne, avec ce qu'elle permet comme condition nouvelle d'existence, cette société moderne n'existe pas pour la majeure partie de la population haïtienne. C'est pourquoi je dis, quand je parle de modernité en Haïti, il y a des îlots, ça et là, il y a des enclaves de modernité. Mais la société haïtienne n'est pas arrivée encore à l'âge de la modernisation. C'est l'urgente nécessité pour nous de faciliter l'accès du plus grand nombre aux conditions modernes de vie à l'heure actuelle. Alors la crise, c'est ça fondamentalement. C'est le fait que la majeure partie de la population n'a pas accès aux conditions décentes, modernes de vie humaine. Nous sommes au niveau de la pauvreté, au niveau, je veux dire, en dessous du niveau de la pauvreté absolue, c'est-à-dire le coût de l'homme chez nous n'est pas assuré. Et c'est ça, la crise profonde. Maintenant, face à cette crise profonde qu'il y a depuis le 19e siècle, depuis le début de ce siècle, fin 19e, début de ce siècle, sous cette crise profonde qui est une crise de structure, crise de la société traditionnelle, crise de modernisation, se sont greffées d'autres crises, évidemment, des crises plus récentes, plus modernes. Par exemple, la crise de la démocratisation haïtienne. C'est clair. Alors là, nous sommes entrés, avec la chute de Duvalier, dans une phase où nous disons, on va démocratiser le pays. C'est l'aspiration du plus grand nombre. C'est la grande fête du 7 février 1986. Plus jamais la dictature. Vive Haïti libérée. C'est ça l'aspiration. C'est ça le rêve. Or, après 10 ans, où en sommes-nous? Le rêve qui était un projet pour ceux qui ont lutté contre Duvalier, ce rêve est devenu une utopie. Nous n'avons pas de démocratie chez nous. Jusqu'à l'heure actuelle. Il est de bon ton dans la presse étrangère, parce que c'est dans l'intérêt de certains gouvernements étrangers qui sont intervenus chez nous, de dire qu'on a restauré la démocratie chez nous ou instauré la démocratie chez nous. Mais c'est absolument faux. Il n'y a pas de démocratie à l'heure actuelle en Haïti. C'est évident. Le processus de démocratisation n'a pas été enclenché de manière soutenue, continue et heureuse. C'est ce qui explique qu'il y a une crise de ce processus. Imaginez-vous un pays où on est en démocratie, et alors qu'est-ce qui s'y passe? Vous regardez la situation actuelle. Je ne suis pas venu avec vous pour critiquer un gouvernement, ce n'est pas mon propos. Je suis un patriote qui cherche le bien du pays. Je ne cherche pas l'occasion ou la jouissance, comme chez certains leaders politiques, de pouvoir dire du mal de nôtre. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je serais heureux ici, devant cette caméra, pour le public haïtien, de pouvoir dire les choses vont bien en Haïti, nous avons la démocratie, enfin, nous sommes soulagés. Je serai le plus heureux des hommes, même si c'est Préval qui est au pouvoir. Mais malheureusement, si je disais qu'il y a une démocratie en Haïti, je perdrais mon sérieux, je perdrais le crédit dont je jouis. Il n'y a pas de démocratie en Haïti. Écoutez, regardez simplement le régime. Le régime est monolithique, nous avons un seul parti au pouvoir. Il n'y a pas de pluralisme. Les autres partis politiques ne sont pas des partis prenantes à l'heure actuelle dans le jeu politique, dans le jeu du pouvoir politique. Il n'y a pas de démocratie. C'est l'absence de pluralisme. Regardez les pouvoirs. Les pouvoirs ne sont pas indépendants. Les pouvoirs dépendent tous du pouvoir exécutif. Il n'y a pas de 3 pouvoirs chez nous à l'heure actuelle. Il y a un pouvoir exécutif monolithique qui décide de tout. Même mieux, aller dans la vie quotidienne. Les arrestations se font de manière arbitraire. On pouvait les faire de manière légale.
On ne le veut pas parce qu'on veut démontrer qu'il n'y a qu'un pouvoir et le pouvoir faire ce qu'il fait est définitif. Donc, au lieu d'arrêter quelqu'un selon les mandats réguliers, selon les procédures légales, on arrête illégalement pour montrer que le pouvoir est là. Autrement dit, on est encore en dictature. C'est la mentalité qui avait prévalu à l'époque de Duvalier. Regardez les gens, la justice demande leur libération. À un niveau quelconque, au niveau du commissaire, au niveau du juge, etc. Et on les maintient en prison. L'exemple que j'aime donner, parce que c'est un exemple qui montre ce dont je parle, qui illustre ce dont je parle. Un homme fait une intervention à la télévision, à la limite de l'acceptable. Je le reconnais de son objectif, je le reconnais. Préconisant presque la violence pour changer la situation haïtienne. Bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de faire une enquête, de manière à voir si cet homme a les moyens de ce qu'il dit, s'il a commencé à faire quelque chose de manière à utiliser contre lui les recours que donne la loi. Mais non, on l'arrête. Sans enquête. On l'arrête illégalement, on le met en prison. Il fait des mois en prison, contrairement à la loi. Des mois en prison. Protestation, malaise, comment se fait-il qu'un homme politique soit en prison, non, il n'y a pas de grief contre lui, son procès ne continue pas malgré le titre général de complot contre la sûreté de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut le libérer. Bon, le libérer signifie quoi? Signifierait qu'on corrige une illégalité. Ce serait bien. Mais comment le fait-on? On le met dans un avion, on l'envoie à Miami. Or, la Constitution interdit l'exil. Donc, pour résoudre un problème, pour corriger une illégalité, donc chercher une formule, une solution à un problème réel, on dirait oui, on est d'accord, enfin on va le libérer, on va retourner à l'égalité, on le met dans un avion, on l'envoie en exil. Autrement dit, on commet une inconstitutionnalité. Voilà le genre de choses. Maintenant, on peut aller dans tous les domaines de la liberté, des libertés fondamentales. Par exemple, je viens d'apprendre, en mon absence du pays, qu'on a posé les scellés sur Télé 13. Raison technique, évidemment, on trouve à toutes les techniques, mais c'était la station la plus critique du gouvernement. Ce n'est pas par hasard que c'est cette station qui a été fermée par le pouvoir, atteinte à la liberté d'expression. Mais même avant, à l'époque d'Aristide, il y avait eu un moment important, un avertissement, où tous les journalistes de la salle des nouvelles ont démissionné en bloc, parce qu'on leur demandait de déformer les nouvelles de manière à présenter les choses de manière favorable au gouvernement et défavorable aux indépendants et aux opposants. Ils ont tous démissionné en bloc. C'était un fait, c'était un avertissement de l'allure que devait prendre le gouvernement. Nous sommes dans un régime qui conçoit que au pouvoir, tout ce qui existe et hors du pouvoir, rien. C'est la définition même de l'ancien régime dictatorial. Donc, le processus de démocratisation, hélas, échoue à l'heure actuelle en Haïti. Il faudrait trouver un moyen pour le rétablir, pour y retourner. Et c'est le problème fondamental politique d'Haïti. Comment retrouver le chemin de la démocratisation? C'est à cette phase que nous sommes. Or, comme au niveau économique, le pays est en difficulté, comme au niveau social, le tissu social est totalement déchiré. Comme au niveau moral, c'est la dépravation la plus effrénée qu'on ait jamais connue. C'est un phénomène de décomposition. J'emploie un mot très fort, c'est un phénomène de pourriture qui, à l'heure actuelle, s'étale et se déploie en Haïti. Vous savez, les normes, les principes, les valeurs morales sont ignorées. Si quelqu'un, à l'heure actuelle chez nous, essaie de faire triompher ces normes, on le regarde comme un extraterrestre. D'où vient-il? Ce qui est important, c'est de faire un argent. L'haïtien dit faire un business. Faire ce business signifie que du moment qu'on fait de l'argent, on est intelligent. Quand on ne fait pas, on est bête, on est ridicule, on ne comprend pas le jeu, on ne comprend pas. Et alors, c'est ça le drame. Là où devait y avoir transparence, il y a corruption. Et cette corruption, attention, ce n'est pas l'opposition qui la dénonce. Ce sont les gens même à l'intérieur du régime lavalassien qui chaque jour, révèlent, dévoilent un scandale. Ce sont les gens de Lavalas, les gens qui sont arrivés au pouvoir de Lavalas, les gens qui déclarent à la télévision qu'ils ont mis leurs mains dans le sang pour le gouvernement. Je cite, c'est une citation, ce n'est pas moi qui m'exprime.
L'homme a été à la radio, à la télévision, dire moi-même, moi mettez même dans 100 pour le gouvernement. Donc, l'aime parler, attention. Et avec un courage incroyable, avec, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, parce que moi-même, je suis décontenancé de un phénomène pareil. Le type, objectivement et honnêtement, dénonce les scandales. Et il arrive jusqu'à dire, je ne sais pas si ça vous est arrivé jusqu'à vous, mais si c'est arrivé jusqu'à vous, vous devez réfléchir à ce que ça signifie. Il arrive jusqu'à dire, si on a besoin de trouver les grands mangeurs, les voleurs, les assassins, les trafiquants de drogue, c'est au palais national qu'il faut aller les chercher. C'est un homme du gouvernement. Ce n'est pas un opposant qui le dit, c'est Mano Charlemagne, maire de Port-au-Prince, qui le dit. C'est le sénateur Sabala qui révèle le scandale des avions, puis l'affaire des 20 millions de Taïwan, et ainsi de suite. Ce sont les hommes du pouvoir qui eux-mêmes disent le niveau de corruption qu'on a atteint sous ce régime. Alors nous n'avons rien à dire, nous n'avons qu'à écouter quand nous apprenons. Moi, j'avoue que je ne savais pas que la corruption était à ce point étendue au sein du régime lavalassien. Je ne pouvais pas le concevoir, parce qu'au départ, ils sont venus contre la corruption. Et c'est là que je dis quelque chose qui me paraît fondamental. Et j'aime que mes compatriotes réfléchissent à ça. Nous dénonçons Duvalier, nous combattons Duvalier. Pourquoi? Parce qu'il faisait des crimes, parce qu'il faisait des abus de pouvoir, parce que c'était le régime de la corruption. Ok, nous sommes contre, c'est correct. Nous avons tous lutté contre. Mais si nous arrivons au pouvoir à notre tour, comment, après avoir condamné le crime, condamné les abus de pouvoir, condamné la corruption, nous nous mettons au pouvoir à faire des crimes, des abus de pouvoir et de la corruption. Au nom de la lutte contre la corruption, nous sommes corrompus. Au nom de la lutte contre l'abus de pouvoir, nous faisons des abus de pouvoir. Mais c'est ce que nous constatons, et c'est pourquoi je dis, il y a quelque chose, je m'excuse d'employer l'expression, mais je ne l'emploie pas dans un sens mystique moi-même, je suis un scientifique. Mais je dis qu'il y a quelque chose de maléfique dans le pouvoir haïtien. Parce que les gens arrivent avec un mot, avec un dire, ils disent voilà, c'était pas bon, on va faire différemment, on va mettre à ça. Et puis ils arrivent au pouvoir, et il faut exactement ce qu'ils reprochaient aux autres, c'est que leur a permis de condamner les autres et de les mettre hors du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Comme disaient les classiques, vous savez, moi j'aime pas beaucoup citer la littérature, mais nous deux fois ça m'arrive. Comment en un plan vil, l'or pur s'est-il changé? C'est ça le drame du mouvement Lavalas. Comprenez bien? Et nous pouvons le dire d'autant plus nous autres que nous n'avons jamais montré d'hostilité frontale contre le père Aristide et le mouvement Lavalas. Jamais. Si quelqu'un peut trouver des textes où nous nous lançons dans la curée contre Aristide, contre le mouvement Lavalas, qui nous les apporte et nous confond. Pourquoi? Parce que nous avons adopté une attitude très tôt vis-à-vis du mouvement lavalassien. Très tôt. Pendant la campagne de 86-87, je me souviens d'une interview que j'ai donnée à Radio Métropole devant 4 journalistes. Et l'un de m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez du père Aristide? Qui à l'époque n'avait pas l'envergure pour devenir un candidat à la présidence, il ne voulait même pas le devenir. Et j'ai répondu ceci. Aristide, un porte-parole. Le porte-parole des revendications populaires. Aristide, un exutoire. L'exutoire, par quoi passent toutes les revendications, toutes les souffrances injustes dont ce peuple a été victime. Et ce qu'il dit correspond à quelque chose à quoi il faut faire attention, car cette société est trop injuste. Il y a dans la société haïtienne des inégalités inacceptables. Et nous autres du RDNP, nous avons toujours pris position contre ces inégalités. C'est pas parce qu'Aristide maintenant les exprime que nous serions contre Aristide. Il dit des choses que nous disions avant lui. Il le dit d'une autre manière. Il le dit d'une manière qui, reconnaissons-le, a pris les tripes, le cœur, les entrailles du peuple, beaucoup plus que nous. C'est clair, nous le reconnaissons. C'est pourquoi il y a eu un phénomène là-bas, c'est incroyable, etc. Mais ce qu'il disait était ce que nous disions avant lui. Le thème tout le monde sait, tout le monde sait que c'est un slogan du RDNP, qui est devenu le titre d'un livre d'Aristide, un thème de propagande, etc. Ensemble. Nous disions ensemble. Lui, il dit deux ensemble. Moi, nous disions trois, mais c'est la même chose, c'est l'idée de l'union, de la solidarité pour sauver ce pays. Ensemble, nous forts, etc. Mais c'est une idée de RDNP. Donc, nous étions pour la protestation sociale d'Aristide, au nom de la justice sociale, en faveur du peuple qui a trop souffert dans ce pays.
Mais nous disions aussi, et je me souviens très bien, nous avons dit attention, une fois que nous le reconnaissons, nous disons attention, l'homme, l'individu, son coefficient individuel. Un, nous le disions déjà. Deux, les méthodes et pratiques qu'il préconise comme remède au mal haïtien, comme solution. Ceci ne peut pas résoudre le problème haïtien. Donc Aristide n'est pas la solution à la crise haïtienne. C'est la raison pour laquelle nous devons nous dissocier de lui. Non sur sa protestation, qui est fondée, mais sur lui comme remède, nous disons non, il n'est pas la solution à la question haïtienne. Voilà la position que nous avons prise dès le début. Et que nous avons continué à prendre jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple haïtien aujourd'hui se rend compte à quel point nous avions analysé la situation avec lucidité. Parce que finalement, qu'est-ce que nous avons eu? On a eu le mouvement de la valation au pouvoir. Ça n'a pas été la solution. Nos problèmes n'ont pas été résolus. Non seulement ils n'ont pas été résolus, on ne pouvait pas être résolus en 5 ans. Soyons sérieux, soyons justes, ne soyons pas malhonnêtes. Mais au moins, on aurait pris la direction de la solution. On verrait un pays engagé dans cette solution. On verrait des changements réalisés en ce qui concerne le négatif et ensuite sur le positif. On va dans la direction. C'est ce qu'on a vu, je m'excuse de le dire, c'est pas par immodestie ni par vantardise, c'est ce qu'on a vu sur notre gouvernement quand nous étions au pouvoir. On n'a pas changé Haïti, mais tout le monde a vu de quelle direction nous allions, comment nous avions commencé le programme de changer la vie en Haïti. Et tout le monde a dit, ah voilà, c'était sérieux, voilà une équipe sérieuse au pouvoir et qui va dans la bonne direction. Mais c'est ça le problème. Depuis qu'on nous a renversés, malheureusement pour le pays, on voit que le pays ne fait que décliner, perdre sa boussole, entrer dans une détresse extraordinaire. Le peuple haïtien, mais ce peuple qui a suivi le mouvement Laval, c'est qui aujourd'hui est déçu. Mais il a raison d'être déçu, car on ne comprend pas, on ne voit pas une lutte frontale contre la vie chère. Oh, la vie chère, c'est le premier problème du peuple haïtien. C'est le premier problème à l'heure actuelle du peuple haïtien. On ne comprend pas. Mais moi, j'avoue que je reste à me poser des questions. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une priorité de programme dans la lutte contre la vie chère? Nous avions attaqué le problème de front avec la question du sol de blé, la question des importations de riz, avec la question du panier de la ménagère. Comment se fait-il qu'il y a une absence de politique réelle, efficace contre la vie chère? Je ne comprends pas. On ne comprend pas. Or, la vie chère, c'est le premier problème. Maintenant, écoutez, chaque fois qu'on parle d'alphabétisation, c'est le grand dada. Campagne d'alphabétisation. Voilà 6 ans, 10 ans qu'on parle de campagne d'alphabétisation. Quel est le résultat? On a su, avec stupeur, que des valeurs énormes avaient été confiées à des organisations populaires ou à des individus pour faire l'alphabétisation, alors que le ministère de l'alphabétisation dispose de 2 millions de gourdes. Et des organisations ont reçu 600 000, 700 000 dollars pour faire l'alphabétisation. C'est-à-dire que l'argent de l'alphabétisation était détourné vers d'autres fins politiques, parce qu'ils avaient la priorité au militantisme. Quant au problème de la gestion des affaires publiques, quand on dit on préfère le militantisme à la compétence, on a tout dit. On a tout dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre les problèmes, puisque les militants sont intéressants, ils sont vos partisans. Mais s'ils sont incompétents, comment peuvent-ils contribuer à gérer quelque chose ou à résoudre un problème? Alors, le drame d'Haïti, c'est que donc, nous sommes dans une crise au cours de laquelle le pays entre en déliquescence. Comme nous dit en créole, son pays délala. Alors qu'il faut une intervention maintenant, une intervention sérieuse, pour faire face à la gravité de la crise, eh bien, on continue à des demi-mesures, on continue à des absences de mesures, on continue à des favoritismes, etc. Il n'y a pas de direction. On parle de restaurer l'autorité de l'État, mais restaurer l'autorité de l'État, c'est pas d'arrêter arbitrairement. Restaurer l'autorité, c'est donner à l'État les moyens d'accomplir son devoir qui est d'aider à la solution des problèmes fondamentaux du pays, à la satisfaction des besoins fondamentaux du peuple. Maintenant, attention, je réponds longuement, mais j'ajoute une dimension importante. J'ajoute une dimension importante, c'est que la crise n'est pas seulement interne en Haïti. La crise est dans nos relations extérieures, dans nos affaires internationales. Car écoutez, Haïti a toujours été un petit pays. Haïti a toujours été un petit pays dépendant, un petit pays pauvre, un petit victime de ce qu'on appelle la politique de puissance, de nos grands États hégémoniques. Bien, ça a toujours été le cas. Mais jamais la soumission à l'étranger
n'a atteint ce niveau en Haïti. Jamais le diktat de l'étranger n'a eu cette efficacité rapide. On voit un ambassadeur entrer en contact avec des parlementaires pour demander leur vote, pour solliciter leur vote. D'autres disent, moi je n'ai pas les preuves, mais c'est ce que je dis en Haïti, pour acheter les votes. Écoutez, c'est dramatique. On a des troupes étrangères chez nous, occupant le pays, et puis là, ils se discutent, sommes-nous occupés, oui ou non? Et certains disent, mais non, c'est pas une occupation. Alors, je ne sais pas, les mots ont perdu leur sens. Quand il y a une présence de troupes étrangères contrôlant la vie nationale, assurant soi-disant la sécurité générale, mais troupes venues de l'extérieur, qui ont envahi le pays, qui ont une autorité étrangère, qui gère au niveau global les affaires du pays, là, ils se discutent savamment. Il y a eu une journée de débat, de colloque. Sommes-nous occupés? Et beaucoup ont conclu que ce n'était pas une occupation. Alors que la CNN... Alors, je dois préciser, le professeur Maniga, ma deuxième question, c'est justement comment faut-il pénétrer l'âme patriotique de l'élément moyen haïtien et sur quoi doit-il se baser pour choisir un dirigeant de pays? Bon, alors là, évidemment, vous me faites faire une transition. Mais je termine avec mon exemple de la CNN parce que c'est intéressant. Alors, les Haïtiens disent ne sont pas occupés. La CNN, que la CNN montrait l'invasion d'Haïti en 1994, c'était septembre, c'était marqué US Occupation of Haiti. Donc, les Américains disaient voilà ce que nous faisons, et les Haïtiens disent c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Oh non, c'est incroyable à quel niveau nous sommes arrivés au niveau de la conception de l'intérêt national haïtien. Alors vous me dites maintenant le problème de l'âme haïtienne, comment atteindre l'âme haïtienne. Comment faut-il pénétrer l'âme patriotique de l'élément moyen pour que nous ayons des dirigeants. Oui. Et sur quoi doit-il se baser pour choisir un dirigeant de pays? Moi je vais vous dire, je vais vous répondre d'une drôle de façon. Une façon qui va vous étonner. Je vais vous répondre, je dis, c'est la raison pour laquelle je suis optimiste en ce qui concerne l'avenir d'Haïti. Et je m'explique. Il y a une période de civisme en Haïti, c'est évident. C'est clair. Mais qu'est-ce qui reste en Haïti? Il reste en Haïti un certain nombre de choses qui ne meurent pas facilement. Je vais commencer par le dernier de ma liste d'éléments qui font qu'il ne faut pas désespérer du pays et du patriotisme haïtien. Je parle de l'expérience que font les Haïtiens à l'étranger. Les Haïtiens n'aiment pas dire cela. Mais moi, je suis un homme franc et direct. Et je dis ceci. Ceux qui ne sont pas patriotes, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas Haïti, qui ont dit « Ah bon, moi, je me quitte le pays, je me quitte le net, tant pis pour les balles d'eau, etc. » Au bout de quelques années d'expérience à l'étranger, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ils parlent? Ils repensent au petit pays et ils pensent à y retourner dans leur vieillesse, ou ils essaient d'y retourner pour les vacances, certains pour le carnaval, d'autres pour aller voir faire des affaires. Pourquoi? Parce qu'il faut dire cela, il faut le dire avec force. L'Haïtien qui va à l'étranger, je risque une statistique. Sur 100 Haïtiens qui partent d'Haïti, quelles que soient les conditions, pour s'établir à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 à 10 ans? Eh bien, au moins 90 d'entre eux repensent à Haïti. Vous savez pourquoi? À cause des conditions d'insertion de la communautés étrangères. Car l'Haïtien a beau réussir matériellement, certains d'entre eux, par rapport à ce qu'ils ont laissé au pays, c'est clair. Mais l'Haïtien est-il intégré dans la société étrangère où il va? Mais non. Mais non. Aux États-Unis, au Canada. Mais l'Haïtien est enfermé dans son monde haïtien. Je ne dis pas nécessairement un ghetto, parce que quand même, avec la diversité, avec l'étalement, etc., on n'a pas le sentiment de ghetto, mais il y a le sentiment qu'on vit quand même dans un monde qui n'est pas le sien. L'intégration ne se fait pas pour de multiples raisons. Il y a la langue. Bon, il y a des gens qui excellent dans la langue anglaise, c'est entendu. Mais très souvent, quand on parle entre soi, on parle créole tout de suite. C'est plus familier. On sent quelque chose là. Ou bien on garde ce français parce que ça donne une espèce de petit prestige, de dignité, de moi francophone, etc. On n'est pas d'emblée dans la société à cause de la langue. On n'est pas d'emblée dans la société à cause de la couleur, à cause de la peau, à cause du racisme. C'est une société
est évident. Bon, pas raciste à un degré extrême au point de l'apartheid de l'Afrique du Sud avant Mandela, mais c'est une société raciste, c'est évident. Dès que j'arrive aux États-Unis, c'est là la grosse différence que j'ai quand je vais en Europe, et encore l'Europe est en train de changer dans le mauvais sens aussi, dans le même sens que les États-Unis, malheureusement. Mais quand on arrive aux États-Unis, tout de suite, il y a les quartiers noirs, les quartiers blancs, la télévision pour les noirs, les Howard noirs, etc. On sent tout de suite une séparation de fait, même s'il n'y a plus de barrière. Eh bien, c'est clair que l'haïtien, finalement, et puis il y a le climat aussi, même des petits éléments, le climat, l'hiver. Quand il était d'haïtien, me disent, ah, même pas hiver ça, même qui va ça, l'hiver privé. Oh, mais hiver privé. C'est là qu'un cri. L'haïtien pense à chez lui. Ensuite, il y a les coutumes haïtiennes. L'éducation des enfants pose un problème pour presque toutes les familles, à cause du milieu. Mais certaines familles voulaient même envoyer leurs enfants en Haïti pour aller dans les écoles haïtiennes, plutôt que de rester ici, à cause des mœurs qui sont différentes. Et puis, il y a la culture haïtienne. Quand les Haïtiens veulent s'amuser, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont dans un bal haïtien. Pourquoi les orchestres haïtiens ont tant de succès à l'étranger? Beaucoup plus que chez nous. Mais c'est parce que précisément, c'est là que l'haïtien retrouve sa musique, sa culture, sa cuisine. Hier soir, je suis invité dans la branche régionale. Et on a un meeting de la branche régionale. Eh bien, la dame qui nous reçoit nous a préparé un maïs à pois rouge délicieux. Mais il fallait voir notre contentement, nous tous. Nous nous rencontrions autour d'une chose haïtienne. On n'a pas besoin de parler de ça. On en jouit. C'est une réalité haïtienne. On maintient Haïti à l'extérieur. Mais c'est ça, moi je dis que c'est ça qui est un point fondamental. C'est que même quand l'haïtien vit à l'extérieur, dans de meilleures conditions matérielles, sa psychologie, son cœur, son esprit demeure attaché à ce petit pays. Maintenant, la question que vous m'avez posée a un élément beaucoup plus fondamental. Former l'haïtien moyen, c'est pour pas laisser ça à l'expérience, à l'étranger, pas du tout. Il y a le problème de l'instruction civique. On a abandonné l'instruction civique dans ce pays. Depuis Duvalier, on a abandonné l'enseignement du civisme en Haïti. Il faut réinstaurer l'enseignement du civisme, mais avec de nouveaux moyens. Avec les moyens que donne aujourd'hui l'électronique, avec l'image, avec l'appel à la culture, avec tous les progrès que l'information a réalisés, que les médias ont réalisés. Il faut redonner à l'haïtien le sens moyen, le sens de l'haïtianité. Je ne crois pas que ce soit difficile, car Haïti a une culture qui résiste à l'absorption totale, à la digestion totale. Il faudrait parler du créole et tout ça. Il faudrait parler même du vaudou, parce que le vaudou, il faut l'envisager de manière complexe, parce que c'est une réalité complexe. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects qui sont des aspects arriérés. Il faut avoir le courage de le dire aussi. Mais en tout cas, il y a au moins l'âme haïtienne, une partie de l'âme haïtienne qui s'exprime à travers cette religion populaire. Autrement dit, moi je ne désespère pas du pays du tout. Je dis simplement que la tâche à faire est immense. Il ne faut pas s'étonner que le peuple se trompe. Des individus se trompent. Le peuple peut se tromper. Le drame, c'est que quand le peuple se trompe, c'est tout le pays qui en pâtit. Ce sont des souffrances collectives énormes. Ce sont des erreurs qu'il est difficile de réparer. Évidemment, mais les gens disent, bon, nous t'es quoi? Nous t'es sincèrement derrière lui, ça te dit nous t'es ouais, c'est ça, et puis il dit trompez-nous. Bon, eh bien le peuple s'est trompé. Alors moi, ce que je dis à l'heure actuelle, je dis, ok, on est déçus, je comprends ceux qui sont déçus. Parce qu'ils avaient placé sincèrement leurs espérances et leurs rêves. Bon, allons au-delà de la déception, car Haïti ne s'arrête pas à une déception. Haïti ne s'arrête pas à un homme. Haïti existe, les problèmes existent. Il nous faut continuer à lutter pour changer ce pays, à sauver ce pays. Donc, maintenant, fini la plainte sur la déception, c'est déjà du passé. Passé récent, mais c'est déjà du passé. Regardons l'avenir, ça n'a fait ensemble avec le pays à Kounia. Quel est le nouveau terme du problème? Voilà comment nous le voyons. Et nous disons qu'il faut une immense éducation. Une immense éducation du pays. C'est clair. Pour ne pas recommencer à tromper facilement, comme ça, j'ai été trompé, une immense éducation. Et cette éducation, nous pensons qu'elle peut se faire en utilisant les moyens modernes rapidement. Je ne pense pas qu'il faille 50 ans, ni même 20 ans, comme je le disais autrefois. Avec les moyens modernes. Récemment, on m'a posé la question. L'éducation nationale, comment vous le voyez? Je dis, écoutez, je vois l'éducation nationale comme on voit l'éducation nationale partout, il faut moderniser, etc., nombre de classes, de professeurs. Cependant, je ne crois pas que ce soit ça la solution véritable. Tout en faisant cela, disons-nous ceci, il y a des moyens que depuis Gutenberg, nous utilisons l'imprimerie, l'école, le livre, la salle de classe, le professeur. Continuons, mais cependant, à l'heure actuelle, il y a autre chose. Ah, mais bien sûr. Et voici mon idée. Voici mon idée que j'exprime depuis quelque temps. Je m'excuse de prendre quelques minutes en plus de la réponse, mais je crois que c'est fondamental. C'est fondamental. Les pays développés, la France, les États-Unis,
l'Angleterre, l'Allemagne, au moment où ils se développaient, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont tous scolarisés, général. Et ça a été fait fin 19e, début 20e siècle. C'est bien que la radio naît, réalité du 20e siècle. La télévision naît après la Seconde Guerre mondiale. Quand la radio et la télévision arrivent, elles arrivent dans un pays qui est déjà scolarisé. Tout le monde sait lire et écrire. Alors, qu'est-ce que la radio et la télévision vont faire? L'information et l'entertainment, le divertissement. Correct. Donc, la radio et la télévision se sont développées et spécialisées dans le domaine de l'information, les news, et l'entertainment, le divertissement. Mais nous pensons haïtiens, ne pensons pas comme les Américains, des Français que nous ne sommes pas. Nous, quand la radio naît chez nous, quand la télévision arrive chez nous, de quel pays? Dans un pays où la majeure partie de la population ne sait pas encore lire et écrire. L'analphabétisme était à 70-80% quand la radio et la télévision sont arrivées chez nous. Donc la radio et la télévision ne peuvent pas avoir la même fonction qu'en France ou aux États-Unis. La radio et la télévision doivent avoir une fonction principale d'éducation. Ce sont des médias extraordinaires, mais ils doivent être utilisés pour instruire le peuple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des news, il faut avoir des news. Je ne dis pas qu'il faut avoir de l'entertainment, du divertissement, c'est légitime. Mais il faut centrer la fonction des médias sur la tâche qui nous attend, à savoir éduquer le peuple entier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, et c'est là mon mot, on m'a dit, oui, mais vous demandez à l'étranger, par exemple, qu'est-ce que vous demandez à l'étranger en éducation nationale? Des livres, la formation de la profession. J'ai dit, bien sûr, je continuerai à demander à l'étranger des livres, de la formation de professeurs, des salles de classe, de nouvelles écoles, mais je demanderai à l'étranger des écrans partout avec leur équipement. Parce que si je mets des écrans à mon bec crochu, c'est pas seulement 20 élèves dans une classe qui vont voir le programme éducatif à distance que je vais utiliser, c'est l'ensemble de la population. Je vais m'arranger donc selon des tranches horaires de manière à faire l'éducation des élèves qui doivent être scolarisés, mais aussi des adultes qui doivent être alphabétisés et qui doivent recevoir une formation de base. Qu'utilisons à fond les médias nouveaux que sont la radio, la télévision, actuellement l'électronique, etc., des choses, des merveilles nouvelles. Mais utilisons-les pour sortir le peuple de l'illettrisme en Haïti et donner une éducation à tout le monde. On peut le faire. J'avais même apporté de Caracas, où j'étais en exil, un petit appareil qui permettait d'apprendre aux paysans, en même temps qu'ils apprenaient à lire, à écrire l'alphabet, etc., leur apprenait comment planter des choux, comment planter des carottes, en utilisant cet alphabet. Je l'avais apporté en disant, voilà ce que nous avons fait, nous allons faire en Haïti. La méthode à couder, on ne nous a pas permis de le faire. On ne nous a pas donné le temps de le faire, parce qu'en Haïti, qui s'occupe des problèmes sérieux, on s'empresse de les combattre, on s'empresse de les dénigrer au lieu de les aider, de contribuer à faire avancer les choses. Mais c'est ça, l'orientation de la politique haïtienne. Il nous faut nous mettre sérieusement à résoudre les problèmes sérieux, et ils sont graves, du peuple haïtien, c'est-à-dire du plus grand nombre. Monsieur le professeur, nourrissez-vous des ambitions politiques personnelles en tant que secrétaire général et leader politique du RDNP en cas d'une éventuelle vacance présidentielle? Oh, ma réponse est simple. J'ai toujours été franc, direct. Je ne suis pas un homme qui cherche à mentir ou à cacher mon jeu. Bien sûr, la réponse est oui. Mais la réponse est oui, mais. Il faut bien comprendre. Oui, mais. Oui, c'est clair. À la phase où je suis parvenu, au niveau que la Providence m'a permis, auquel la Providence m'a permis d'accéder, par la formation que j'ai eue, par l'expérience que j'ai accumulée, le niveau de savoir qu'on veut bien me reconnaître, le patriotisme qui, chez moi, est une vertu qui ça ne changera jamais. Je ne vois aucune mondialisation qui peut m'empêcher d'aimer Haïti, d'être fier d'être haïtien et de vouloir me consacrer au bien d'Haïti. Je le disais à un ami hier, on me posait la question, c'était avant hier à New York. Écoutez, de même que le poète français Aragon, parlant de sa femme, de sa compagne, Elsa, a écrit, pour dire qu'il l'aimait, a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Le Fou d'Elsa. Eh bien, moi, je suis le fou d'Haïti. Je suis comme ça. Personne ne peut plus me changer. Je suis haïtien jusqu'au bout de mes ongles. Donc, la tâche haïtienne est
pour moi quelque chose de fondamental et je sens une responsabilité, tant que je vis, de donner quelque chose dans ce qui concerne Haïti. Troisièmement, les circonstances politiques. Je suis à la tête d'une formation. J'ai déjà été président. Mon passage a été favorablement commenté. Si je peux encore donner, c'est un devoir de donner. Et en même temps, pour moi, c'est un plaisir. J'ai une jouissance de contribuer à faire avancer ce pays. Ça, c'est le oui. Donc, oui, si les circonstances se présentent, et que mon parti me présente, je suis un homme de parti, ne l'oubliez pas. Je ne me suis pas présenté comme candidat à la présidence en Haïti. J'ai fondé un parti politique. Mes compagnons de parti luttent avec moi pour changer le pays. Donc, si mon parti me désigne, bien sûr, je réponds oui, parce que ça correspond à une aspiration chez moi. Cependant, quand je dis oui, il y a un mais. Ah, mais bien sûr, il y a un mais. Nous n'allons pas accéder au pouvoir dans n'importe quelle condition. Écoutez, on ne recherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Si je recherchais le pouvoir pour le pouvoir, j'aurais fait mes 5 d'abord. Parce que je savais ce qu'il fallait faire pour rester au pouvoir. Alors vous pensez que quand le général Nanfi a commencé son coup d'État le mardi, je n'étais renversé que le dimanche. Entre mardi et jeudi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour rester au pouvoir. Bien sûr, je savais ce qu'il fallait faire pour rester au pouvoir. Seulement, mes principes, ma conviction, ma foi démocratique ne me permettaient pas de le faire. Je l'ai dit à plusieurs reprises, tous les Haïtiens le savent. Moi, je ne vais pas au pouvoir pour tuer du monde. Je respecte la vie d'autrui et je pense que nous devons apprendre en Haïti à respecter la vie d'autrui. Il n'est pas question de ça. Ensuite, je pouvais l'exiler, bien sûr. La Constitution interdisait l'exil. Donc il me fallait, étant donné que je l'ai envoyé à la retraite et en résidence surveillée le vendredi soir, il me fallait attendre la semaine d'après pour négocier avec une ambassade étrangère et obtenir pour lui l'acceptation qu'il soit ambassadeur à l'étranger. Je comptais l'envoyer à un poste diplomatique à l'étranger. Ils nous ont renversé le dimanche. Voilà ce qui s'est passé. Donc, nous disons ceci. Il faut quand même que le pays enfin comprenne que nous devons arriver à une ère nouvelle, où l'on respecte la vie, où l'on respecte les droits, où l'on respecte les libertés, où on a l'état de droit. C'est dans ces conditions qu'il faut gouverner Haïti. C'est dans cette condition, dans ce chemin qu'il faut mener Haïti. Avec nous, c'est clair que si nous devons aller à la bataille politique, c'est qu'il y a la possibilité de changer la vie, et nous prenons ce risque, nous nous combattons avec courage pour faire triompher cette possibilité. Mais si les conditions étaient telles qu'il fallait passer par les fourches codines d'une puissance étrangère qui choisit, il faut accepter ces conditions à l'avance pour être président, eh bien à ce moment-là, c'est évident que moi, personnellement, je ne suis pas l'homme d'un tel itinéraire pour venir au président de la République. Je pense que le peuple haïtien mérite qu'il y ait une équipe de gouvernement capable de penser aux problèmes haïtiens pour le bien haïtien, avec l'aide de l'étranger, avec l'assistance de l'étranger. Mais non pas qu'on nous dise il faut faire ceci simplement parce que l'étranger a un intérêt à ce que les Haïtiens fassent cela, même si c'est au détriment du bien de notre peuple. Donc nous disons oui, mais oui, parce que nous sommes une force politique au service du bien commun, mais c'est-à-dire qu'il nous faut créer les conditions qui permettent de donner un gouvernement progressiste à résultat positif pour la majorité du peuple haïtien. Monsieur le professeur, quel conseil donnerez-vous à titre de patriote et d'homme politique aux dirigeants haïtiens pour combattre l'arbitraire qui sévit au pays à l'heure actuelle? Oh, écoutez, c'est une question difficile parce que la réponse n'est pas aisée puisque vous me posez la question suivante finalement. Je m'excuse de simplifier. Voici quelqu'un qui ment. Quel conseil vous donnez-vous pour cesser de mentir? C'est ça. Parce que vous comprenez bien la situation. Vous me dites quel conseil je leur donnerais pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Mais il faudrait qu'ils changent. Il faudrait qu'ils changent leurs pratiques et qu'ils changent eux-mêmes leurs convictions. Voilà moi ce que j'ai dit, écoutez. Et je crois que c'est important qu'on fasse une petite allusion à cela au cours de cette entrevue. Vous savez, les hommes qui sont au pouvoir, ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont voulu le pouvoir. Ils l'ont recherché, ils l'ont eu, par les méthodes qu'ils voulaient. Mais attention, ils ont leur conception du pouvoir. Ah, attention. Les hommes qui sont à l'heure actuelle au pouvoir ne sont pas des adeptes de la démocratie libérale représentative. Ils ont leur doctrine, ils l'ont exposée.
Au cours des campagnes électorales d'Aristide, des campagnes d'avant d'Aristide, avant même les élections, il a dit ce qu'il voulait. Nous savons quelle est la conception. Ce n'est pas la démocratie libérale. Aristide, je l'ai rappelé, dans un cahier du Chidac, le numéro 2, qui est apparu il y a à peine quelques semaines. Aristide à Paris, quelque temps avant de retourner en Haïti pour être candidat, disait qu'il est contre les élections pour arriver au pouvoir. C'est pas la révolution qu'il faut arriver au pouvoir. C'était le thème de mai 68, élection piège à con. Il faut bien comprendre, ces gens appartiennent à une tendance, une gauche, la théologie de la libération, le marxisme de type castriste, ils ne l'ont jamais caché. Donc ils ont leur conception du pouvoir, ils ont leur conception de la révolution. Ce n'est pas la conception du respect des libertés fondamentales, ce n'est pas la conception des droits humains. Non, ils utilisent les violations des droits humains des autres pour se faire valoir, mais eux-mêmes peuvent se permettre volontiers, si la révolution l'exige, si la nécessité de garder le pouvoir l'exige, ils ne tiennent pas compte des droits humains des autres. Il faut bien comprendre. Donc, quel conseil je pourrais leur donner? D'abord, évidemment, de changer de pratique, c'est évident, de cesser de faire des abus, c'est prendre une attitude correcte vis-à-vis de la démocratie, mais changer leur propre conception de la politique et leur propre doctrine politique, ce qui est difficile à réaliser pour des hommes qui sont déjà au pouvoir, c'est-à-dire qui estiment avoir déjà réussi en arrivant au pouvoir, et maintenant il leur faut appliquer leur programme révolutionnaire. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez, vous savez, j'ai écrit quelque chose qui a beaucoup frappé ceux qui l'ont lu. Je dis que pour changer Haïti à l'heure actuelle, il faut que quelque chose intervienne. Si on laisse aller les choses, on ne va pas retourner à la démocratisation. Au fur et à mesure, ce gouvernement exécute un plan de contrôle total de tout l'espace politique haïtien. Total, dans tous les domaines. C'est le plan qui est à l'heure actuelle en exécution à travers les organisations populaires qui restent fidèles au pouvoir, quand certaines sont critiques du pouvoir, à travers la rue, dans la mesure où on peut encore faire exprimer la rue comme support, et à travers l'utilisation des moyens du pouvoir, c'est-à-dire la contrainte et la force. Donc, moi je crois qu'un simple élargissement du pouvoir ne suffirait pas. Il y a des leaders politiques qui demandent, qui disent, donnez-nous des portefeuilles et alors ça ira mieux. Donnez-nous des portefeuilles pour faire quoi? Donnez-nous des portefeuilles pour sucrer le ministre et les partisans du ministre qui sont les membres du parti qui détiennent le portefeuille. Écoutez, c'est pas ce qui va changer la situation du peuple haïtien. Nous avons vu ce que ça représentait. Des partis ont été au pouvoir pendant toute la période de 86, de 88, après notre chute, à aujourd'hui. La plupart des partis ont eu un ministre, un tel ministre de l'Éducation nationale, un tel ministre des Relations extérieures, un tel ministre. Ils ont eu des ministres qui ont été là. Est-ce que ça a changé la situation du pays? Non, parce que donner des pouvoirs aux partis, aux leaders des partis politiques, c'est simplement leur dire, voilà, vous avez un os à sucer, et lui, arrivé ministre, il cherche les membres du parti à nommer des postes importants. C'est pas ça. Il faut une politique gouvernementale. Et ça, cette politique gouvernementale, elle ne peut pas consister à des répartitions de portefeuille. Il faut un programme de gouvernement. Un programme de gouvernement qui serve de plateforme commune. Il faut une unité de commandement. Je dis ceci, on parle de l'union des partis, des rassemblements, le consensus. Pour que ça, messieurs, pas entendu, mais nous sommes appelés au rassemblement. C'est pour indiquer que nous voulons l'entente. Mais pas l'entente de n'importe quelle façon. Comment voulez-vous vous asseoir avec des gens qui au départ vont essayer de tirer de grâce sur eux, dire des choses incroyables et vous donner au monde, quoi, un spectacle de division. Un tel dit ceci, l'autre dit même pas d'accord, c'est la cacophonie. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une symphonie haïtienne. Or, pour avoir une symphonie, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas entrer de la musique, ce n'est pas mon domaine, mais néanmoins, on en sait quand même un petit peu. Il faut préparer les choses, composer, que les instruments s'accordent, que tel jeu, même en solo, trouve un orchestre d'accompagnement et ça donne un son, ça donne un unisson, comme nous disons en français. Eh bien, écoutez, l'union de tous les Haïtiens, nous en voulons, mais nous disons, préparons cela. Est-ce que nous pouvons nous entendre sur ce certain nombre de choses? Cherchons ces points d'entente avant d'arriver à une conférence quelconque. Parce qu'il faut préparer cette conférence. Nous irons à la conférence quand nous serons sûrs d'être d'accord sur un certain nombre de choses que nous allons tous proposer et la conférence sera un succès. Mais pas seulement cela, pas seulement les points de plateforme, pas seulement une résolution commune, mais l'unité de commandement. Ah, voilà où les leaders politiques hésitent, sont réticents parce qu'ils ont des ambitions qui ne sont pas réalistes. Il y a des réalités dans le pays, il y a un rapport de force dans le pays, il y a une position dans le pays. En 1803, Haïti, lendemain de guerre civile, Toussaint Rigaud
Dessalines a combattu Pétion, Pétion a combattu Dessalines. 100 congrès de l'Arcaïe, on s'entend, un drapeau. Que fait Pétion? Pétion dit, ah écoutez, c'est Dessalines qui sera le général en chef. Et Pétion se savait supérieur à Dessalines au niveau de sa surface internationale, au niveau de ses relations, au niveau de son instruction, au niveau de ses biens, etc. Individuellement, il se croyait supérieur à Dessalines, ou il se jugeait. Cependant, Dessalines, voilà l'homme qui est bien placé pour faire l'indépendance. Christophe de même, et on a fait l'unité autour de Dessalines. Je donne 2 exemples récents. Nicaragua, Chili. Au Nicaragua, il y a le mouvement sandiniste. Que font les autres? Eh bien, ils se sont réunis, non seulement une plateforme, mais ils ont eu une candidate représentant l'UNO, Violeta Chamorro. Donc, tous les indépendants et les opposants au mouvement sandiniste se sont réunis derrière la candidature de Violeta Chamorro. Ainsi, elle a réussi. Au Chili, qu'est-ce qui s'est passé? Pinochet était là. 40% de support dans la population. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on disperse les voix, Pinochet demeure. La coalition se fait, la convergence démocratique se fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on est d'accord sur un programme, mais on a choisi le candidat du Parti démocratique chrétien. On a choisi Patricia Alouine et tout le monde, socialiste, communiste, démocrate chrétien, tout le monde derrière la candidature de Patricia Alouine. Et c'est ainsi qu'ils ont gagné, qu'ils ont pu réussir. Donc il faut aussi, à côté de la nécessité de l'union, les points d'accord, la résolution, la plateforme, il faut l'unité de commandement pour aller au combat. Le temps nous fait défaut, professeur Maniga. Ma dernière question pour vous est, avec ce climat d'insécurité qui existe en Haïti, comment les autres partis politiques peuvent donner une opposition valable au gouvernement? Ah, mais faire de la politique en Haïti, surtout la bonne, c'est un risque quotidien. C'est un risque quotidien. C'est clair. Nous arrivons quand même. Vous savez qu'il y a des partis qui se réunissent régulièrement chaque semaine. Il y a un groupe de 5 partis qui se réunissent chaque semaine et fait des échanges de vues sur la situation. Et récemment, ils ont fait un communiqué conjoint. C'est le RDNP, le PAMPRA, le MRN, le FNCD et la Génération 2004. Ils ont pris une position commune sur la question, par exemple, du CEP, à notre avis, ce qu'il faudrait faire. De même, quand il y a des questions importantes, il y a des prises d'opposition qui se font, par exemple, quand il y a arbitraire, violation, assassinat de leaders politiques, etc. Il y a des protestations. Nous sommes là comme une force, je dirais une force héroïque. Parce que l'insécurité est réelle, la preuve, ce qui vient de se passer dans le pays. Mais il faut continuer. Il faut persévérer parce que Haïti n'est pas condamné par une je sais quelle malédiction à vivre constamment, comme disait Firmin, sous la tyrannie et de la misère et l'ignorance au XXe siècle. Il faut qu'il y ait des gens qui se battent pour une autre Haïti. Il faut qu'il y ait des gens qui se battent pour changer la vie. Nous sommes de cette catégorie-là. Nous sommes de cette race-là d'Haïtiens à se battre avec persévérance pour changer la vie de la majorité du peuple haïtien. Bon, monsieur le professeur Maniga, je vous remercie d'être venu. Et au nom de tous les membres de Télé Lumière, je vous dis merci. Et chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi ce programme. Bonsoir et bon week-end. Ça a été mon plaisir et mon devoir. Vous allez